Kwai aux membres du peuple Wabanaki qui nous écoutent. Salut, je me présente Louis-Philippe Renaud. Je sais pas pour vous, mais moi, j'aime la vie. Plus j'apprends à la découvrir, plus je suis touché par sa beauté, par sa fragilité. Je réalise ce balado parce que j'ai envie d'aller à la rencontre de personnes qui ont le goût, comme moi, d'en prendre soin. Bienvenue à Juste pour vivre. Commençons par souligner que nous sommes ici pour parler de la relation au vivant sur le territoire non cédé de la communauté autochtone Wabanaki. Surtout et tout simplement parce que les Premières Nations ont saisi bien avant nous l'importance de cette relation. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on a un épisode qui me tient à cœur, que j'avais vraiment hâte d'avoir avec de magnifiques invités. Et cette fois-ci, avec Philippe Langlois, qui va co-animer avec moi. Philippe, je t'ai rencontré à mon balado, justement. Je t'avais interviewé pour l'épisode S'engager pour le vivant. Et tu vas co-animer avec moi aujourd'hui. Merci. Salut Louis-Philippe. Et j'ai deux magnifiques invités aussi qui vont nous parler de la relation qu'on peut avoir avec le territoire en fonction de notre... en fait, la relation au vivant qu'on peut avoir en fonction de notre mode de déplacement. Alors, j'ai avec moi Judith... Baudouin. Judith, c'est pas drôle, hein, la fatigue. Et Nicolas... Non, Nicolas Baudouin. Baudouin? Ah ben, j'avais même pas fait le lien. Deux Baudouins en ça. Okay. Alors, bienvenue. Je vais te laisser, Philippe, présenter nos magnifiques invités. Ben, un peu de la manière dont on se l'est dit avant l'émission. Là. Donc, ce qui nous intéressait dans cet épisode-là, c'était surtout de parler de vos pratiques plus que de vos savoirs. D'autres invités là, dans le balado sont venus pour leur expertise. Mais vous avez des pratiques de mobilité qui sont intéressantes du point de vue du vivant. Fait que Judith est cycliste devant l'Éternel. Comme tu l'as dit, et aussi mère de 2 autres cyclistes devant l'Éternel. Tu es par ailleurs aussi conseillère en mobilité durable à l'Université de Sherbrooke. Et Nicolas, tu es un grand marcheur. Tu as traversé 5000 fois la rivière Saint-François depuis une quinzaine d'années. Environ. Ça continue. Et ça continue. C'est un projet toujours vivant, justement. Voilà. Et tu es par ailleurs enseignant en philo aussi. Donc un péripatéticien, dans le vrai sens du terme. Le concept commence à pleuvoir. Tu vas tout nous expliquer un par un. Ouais. Alors, pour commencer, simplement évoquer qu'on va passer au travers justement de vos pratiques pour réfléchir à la relation vivante, qui est la marche, le vélo, mais on va aussi aller vers différents modes de transport, qui va être le métro, l'autobus et autres. Mais j'aurais envie de commencer peut-être avec toi aussi, toi Judith, pour parler du vélo, parce que c'est un mode de transport que, pour ceux et celles qui te connaissent, t'es identifié vraiment à Sherbrooke et même au Québec, si je comprends bien. Ben oui, absolument. Moi, j'ai toujours été une cycliste utilitaire, donc pour mes déplacements. Depuis très peu, en fait, là, 1 année ou 2, je fais du vélo pour rien, pour le plaisir. Mais principalement, je suis restée dans le cadre des déplacements. Puis, lorsque j'ai été enceinte, en fait, là, il y a eu ce questionnement-là, à savoir est-ce que je maintiens la pratique du vélo d'hiver. Puis, il y a forcément toujours une pression sociale, familiale, de gens qui souhaitent bien faire, mais qui se disent, bien là, si c'est un accident, c'est aussi le bébé qui meurt, comme si c'était 2 fois plus grave, en fait, que seulement moi qui avait un accident. Donc, on se re-questionne de moments avec les enfants, avec les grossesses et tout. Finalement, malgré ça, j'ai maintenu. Je m'étais acheté des pneus à clous cet hiver-là. Ça avait acheté ma conscience par rapport à ça. Puis, ça a toujours bien été. Puis maintenant, je suis chanceuse parce que j'ai 2 enfants de 6 ans et demi, dirait-elle, et de tout récemment 9 ans, qui sont eux aussi là, cyclistes, marcheurs. Ils prennent l'autobus de ville pour se rendre à leur école primaire, donc qui sont très ancrés dans cette mobilité durable-là sans s'en rendre compte, en fait, puis sans se poser de questions. Fait que c'est une culture familiale du vélo. Oui, les enfants et moi, oui, absolument, mais mes propres parents, pas du tout. C'était au niveau récréatif, mais mes frères, quand même. Donc oui, ça a sauté une génération, mais là, je pense que c'est établi pour de bon. Je vais continuer juste pour dresser le portrait de toi, Judith. Dans le vélo à Sherbrooke, tu as quand même une place importante. Tu es une référence ici à Sherbrooke parce que tu es impliqué dans vélo utilitaire Sherbrooke et autres. Tu as fait beaucoup pour le vélo. Si je me trompe, tu es même à Vélo Québec. Fait que c'est aussi une base de réflexion que tu as développée à la fois en forme d'expertise parce que tu l'enseignes, mais à la fois aussi à la rencontre de plein de gens qui sont passionnés du vélo. Je me trompe?
Oui, mais j'ai été chanceuse. Puis on est plusieurs références à Sherbrooke. Là. Je ne prétends pas être dans le sommet de ces gens-là. Mais donc, on est plusieurs. Il y a une belle communauté. C'est une communauté qui a grandi avec le temps. Puis j'ai eu, avec les années, des opportunités, en fait, là, d'approfondir ce volet-là cycliste, que ce soit il y a plusieurs années avec Environnement Jeunesse. À l'époque, on faisait des équipes de vélos d'hiver dans toutes les régions pour pédaler jusqu'à Québec au mois de février, déposer un mémoire à l'Assemblée nationale. Donc, à ce moment-là, j'étais étudiante, je cherchais un emploi étudiant autre que travailler dans une boutique au dépanneur. Puis j'avais levé la main pour Environnement Jeunesse. Lorsqu'il m'avait demandé, donc toi, tu fais du vélo d'hiver déjà, j'avais dit oui, bien sûr, alors que j'en avais jamais fait. Puis c'est comme ça que j'avais commencé la pratique du vélo d'hiver, puis que ça avait commencé aussi à tisser cette communauté-là de vélo hivernal à Sherbrooke. Puis c'est une communauté qui a explosé dans les dernières années, donc il y a peu d'infrastructures, mais il y en a de plus en plus. Il y a eu un projet pilote de déneigement, donc j'ai eu la chance de participer un peu à tout ça. Puis au niveau de Vélo-Québec, en fait, c'est que j'ai eu la chance de m'impliquer dans le magnifique projet Tout à vélo qu'on souhaitait amener à Sherbrooke. Donc, oui, je pense que je peux tirer les ficelles là, à différents endroits au niveau de la mobilité durable et du cyclisme utilitaire à Sherbrooke, en appui avec la communauté. Nicolas, Oui. C'est plutôt du côté de la marche que tu te déplaces. C'est vraiment ta manière d'habiter ce monde-là, ce quartier-là. Tu n'as pas de voiture. Je dirais un peu comme Judith est quand même une figure de référence dans le vélo à Sherbrooke. Pour les gens qui te connaissent, tu es presque une figure de référence dans la marche tellement que tu es toujours, c'est ça, à arpenter le quartier. Donc, moi, la question que j'ai envie de vous poser d'emblée, puis je commencerai par toi, Nico, c'est, je ne sais pas si vous avez réfléchi à ce qui distingue le mode de déplacement, qui est la marche, le vélo, parmi d'autres modes de déplacement, en ce qui a trait au rapport au vivant. Qu'est-ce qui est distinctif, par exemple, du point de vue de la marche? Ben moi, je veux juste dire, premièrement, que j'ai pas... c'était pas planifié dans ma vie, ça, de devenir piéton. Hein. C'est comme c'est arrivé un peu naturellement. J'utilise le vélo aussi, j'utilise le taxi, l'autobus. Des fois, je vais louer des autos, mais vraiment, le mode de transport que je privilégie, que je préfère, c'est la marche, que je pratique le plus souvent. Il y a plus de lenteur dans la marche, hein, d'emblée. Fait que ça suppose une plus grande humilité, en quelque sorte. Là, c'est une petite blague, mais je trouve que la marche développe, comme les modes de transport actifs en général, certaines vertus. On se transforme aussi à exercer une pratique de déplacement. Pour ce qui est de la marche, l'humilité, l'écoute, l'attention, la patience, l'amour de skier. C'est des qualités que je vois au fil des ans que je développe avec la marche. Moi, ça fait partie de mes contraintes formelles, ce que j'appelle des contraintes formelles. Là. C'est un mot que j'emprunte à la littérature. Là. Une contrainte formelle dans un poème, par exemple, ça peut être un certain nombre de pieds pour un vers, qui va ouvrir un jeu de possibilités, qui ouvre un espace de possible. Puis moi, mes deux grandes contraintes formelles, c'est la marche principalement, puis l'absence de cellulaire. Puis j'avoue, je ne me pose pas comme modèle. Là. Comme je le disais tantôt, c'est un peu des obsessions que j'ai, puis peut-être une difficulté à m'adapter au monde moderne. Je ne suis pas bien dans le monde en général dans lequel nous vivons, où tout est accéléré, où les individus ils ont accès à plein de moyens qui augmentent leur puissance de déplacement, de communication. Alors, pour moi, la marche, c'est plus qu'un moyen de se rendre au point A et B. C'est une fin en soi. C'est une activité qui transforme notre rapport au monde, qui fait qu'on se transforme, qui fait qu'on découvre le monde aussi au fil du temps. Je pourrais donner plein d'anecdotes là, pour le dire. Là. Ben, je vais rebondir sur ce que tu dis. Je trouve que le vélo, c'est ça aussi. Je comprends. J'aime beaucoup ta façon de nommer ça une contrainte formelle. Donc, moi, lorsque j'ai réfléchi à où je désirais habiter à Sherbrooke, c'était une évidence que j'allais être dans un endroit où je peux marcher, faire du vélo, me déplacer en transport en commun et où la voiture ne serait pas nécessaire. Donc, grâce à ça, grâce à des quartiers comme ça où les gens réfléchissent, où ils souhaitent habiter, mais ça développe forcément des liens parce que tu croises ton voisinage à pied, à vélo, à une vitesse, à hauteur humaine, en fait. Donc, le contact envers le vivant, il est tellement plus simple, il est tellement naturel et intuitif.
non seulement je connais le prénom, le nom de mes voisins, mais je connais aussi leurs petits-enfants, je connais aussi leurs cousins-cousines qui viennent dîner, parce que tout le monde prend l'espace dans la rue, occupe l'espace, occupe le territoire de manière différente. Puis la place, les salles auto, oui, elle est encore prédominante dans notre quartier, mais j'aime penser qu'elle est moindre qu'ailleurs. Puis c'est ce qui fait que c'est facile d'entrer en relation puis de connaître les gens. Puis il y a le volet environnemental aussi, donc le fait d'être à vélo, je subis pas la température, je la vis, je l'expérimente, je pourrais définir différents synonymes, mais je ne la subis pas. Je suis pas en colère contre la température, je m'adapte, je fais avec. Donc, le fait d'être en voiture, le fait d'être davantage protégé, mais je pense qu'on perd cette relation-là avec je sais pas, l'imprévisibilité, la capacité d'adaptation, la capacité de changement, la capacité de réaction rapide aussi. C'est un peu comme une trame sonore. Oui, exactement. On fait avec, puis c'est changeant. Puis on est privilégié de pouvoir être en transport actif. J'ai une question qui m'habite, Philippe. Votre rapport sensoriel, justement, dans ce temps-là, qu'est-ce que vous en diriez par rapport à votre corps? C'est différent. Là, si je me déplace à vélo, je m'en fous. C'est pas que je m'en fous, mais tu sais, je compose avec. Mais mon expérience corporelle doit être très différente, non? Bien, le sentiment de liberté et de puissance, là, comme ça, c'est incroyable. Tu sais, le fait de se déplacer, que ce soit à pied ou à vélo, par notre propre force, selon notre propre rythme. Donc, on n'a pas une contrainte imposée par un flux de circulation autour de nous. Donc, la fois où j'ai envie d'aller très, très vite en haut de la côte, j'irai, puis ensuite, gérer, tu sais, comment mon corps l'a vécu. Puis la fois où ça fait 8 fois que je la monte, la côte, parce que j'ai encore oublié mes clés en haut, bien, j'y vais doucement, puis c'est pas grave. Donc, ça, mais aussi le volet changeant, les odeurs, les sons, la luminosité qui change aussi avec l'année qui évolue. Donc, tout ça, on est comme des spectateurs, en fait. Oui, c'est ça, parce que les techniques de déplacement, comme toutes les techniques, ne sont pas neutres. Hein. Souvent, on a l'impression, on pense qu'un moyen technique, une technique, c'est n'importe quel moyen qui est déployé pour accomplir telle fin. Une technique de transport, comme d'autres, sont neutres. Ça dépend de la façon dont on les utilise. Elles peuvent être bien ou mal utilisées, tu sais. Mais c'est pas vrai. Quand il y a des magnifiques analyses de ça, de Günther Anders, dans les années 1950, quand il décrit l'arrivée dans les foyers de la radio puis de la télévision, il montre comment la télévision, dans l'espace familial, va changer complètement la dynamique de la famille. Il disait que la table avait une force centripète. Elle rassemblait les gens dans la conversation. La télévision va avoir une force centrifuge. Au contraire, va les séparer. Fait que c'est la même chose de l'auto. Quand on pense au rapport qu'on a aux autres, quand on est en auto, les autres, c'est des maudits qui avancent pas assez vite, qui mettent pas leur clignotant, qui conduisent mal, tout ça, tu sais. Alors que quand on est à pied, l'autre, c'est la personne qu'on salue, qu'on connaît, qu'on reconnaît. Donc, comme tu disais, Judith, ça permet de tisser des liens. C'est ça qui est remarquable, en fait, de ces modes de transport-là, c'est que ça nous relie à la communauté, et donc aux vivants humains. Mais aussi naturel. Je disais que j'ai traversé 5000 fois à peu près. Là, je comptais grosso modo parce que je vais travailler au cégep. Je suis de l'autre bord de la rivière Saint-François. Puis la rivière a changé. L'écosystème a changé. Je me rappelle d'une période où il n'y avait pas de cormorans. Il y a un rocher qui est en contrebas du pont que je traverse un bon bout de temps. Je ne voyais pas de cormorans. À un moment donné, les cormorans se sont mis à habiter l'endroit, à coloniser l'endroit. Ils se séchaient les ailes. À un moment donné, je les vois s'envoler rapidement. Je vois un pigargue au loin, un aigle à tête blanche. Ils se sont enfuis, puis donc il y a une autre période qui s'est ouverte où il n'y avait plus de cormorans. Fait que juste dans ces observations-là que j'ai pu faire, je peux voir 3 périodes dans l'évolution des formes de vie des oiseaux, de certains oiseaux qui sont dans la rivière, la période où il n'y a pas de cormorans, puis les cormorans, puis les pigargues, les balbuzards. Marcher devient une aventure. On ne s'en va pas juste d'un point A à un point B, on découvre les chemins dans le chemin, on découvre les lieux dans le lieu. Tu sais, l'autre jour, je pars du centre-ville, je m'en allais à la quincaillerie de quartier. Puis là, je vois un nid que j'avais vu plusieurs fois, mais cette fois-là, je vois les oiseaux qui sont... je crois discerner des pigargues. Finalement, on m'a appris que c'était des balbuzards pêcheurs. Et donc, je suis resté longtemps très admiratif de ça. Fait qu'il y a tout ça qui se présente aussi. Je pourrais citer de nombreux autres changements aussi que j'ai vus. Puis c'est le corps qui se transforme aussi.
le corps, parce que je vieillis, je vais plus lentement un peu plus, j'ai des petits problèmes aux pieds de temps en temps, ça implique que je dois faire plus attention, les odeurs, comme tu le dis, juste entendre les oiseaux, savoir que le merle, par exemple, a inventé l'enthousiasme ou que la mésange a inventé la cordialité. Est-ce que tu savais ça, Louis-Philippe? Ben, pour le savoir, il faut cohabiter avec eux, il faut être en relation avec eux. Fait que si dans tes déplacements quotidiens, tu les vois agir, interagir avec toi, tu vas pouvoir leur attribuer ces qualités-là. C'est des exemples. Mais cette neutralité-là, moi, je reviens à l'idée de la neutralité de la technique de déplacement. Tu sais, elle apparaît neutre seulement parce qu'on conçoit le déplacement comme étant un moyen pour une fin. La fin étant d'arriver à la destination. Mais si on se concentre un peu comme tu viens de le décrire, Nicolas, sur le chemin, sur l'aventure, qui est le fait de se rendre, là, on a un tout autre regard, puis évidemment, toute la neutralité, l'illusion de neutralité éclate, puis on tombe dans vraiment l'expérience, justement, de passer d'un point A à un point B, le but étant pas juste d'être le plus vite possible au point B, mais vraiment tout ce que je vais rencontrer, puis tout ce qui va me surprendre peut-être entre les deux. Est-ce qu'en vélo, tu vois ça? Parce que quand même, si tu vas de la maison moi, je suis cycliste aussi. Puis si je vais de la maison au travail, il reste que j'ai un mode automatique, surtout si je suis dans un milieu super minéralisé puis urbain, où, ben là, c'est, comme dit Nicolas, la 5 millième fois de ma vie que je la vois, là, que je le vois le coin de rue, je ne vais pas nécessairement être comme attentif à tout ce qu'il y a de nouveau au coin de la rue. Moi, je le suis maintenant grâce aux enfants, en fait. Moi aussi, lorsque je suis seule dans mon déplacement, je vais du point A au point B, puis j'ai un temps à respecter parce que le bureau commence, parce que l'école termine. Donc, mais avec les enfants, à vélo, tout est une aventure. Ils ont encore... Eux, ça fait pas 5000 fois qu'ils traversent la rivière. Ben, peut-être, mais sans doute pas. Donc, ce volet-là soit de grande aventure, mais aussi de micro-aventure. Donc, un matin où le chemin est différent, un matin où c'est pas le même enfant que d'habitude qui prend les devants sur quel chemin on va emprunter. Le matin où ils ont compris qu'ils pouvaient jumper avec leur vélo montagne derrière, au passage de la SAQ, là, dans des petites bosses. Donc là, c'est venu changer le parcours. Le matin où ils ont compris qu'ils pouvaient faire tout ce tronçon-là sans mettre les mains sur les poignées du vélo. Évidemment, c'est à mon grand désespoir dans la plupart des situations nommées précédemment, mais quand même, tout devient une aventure. Puis, le volet autonomie, prise décisionnelle, c'est vrai pour les enfants, c'est vrai pour nous aussi. Donc, on a une capacité d'adaptation de trajet selon ce qui va nous être présenté ce matin-là aussi. Donc, oui, le volet aventure, absolument. Ce qui me fascine, c'est que je réalise à vous entendre que c'est comme si vous avez désinstrumentalisé le mode de transport. Parce que on a abordé avec Alain Letourneau les différents modes de relations vivants. Puis celle qui domine, c'est la relation très instrumentale. Alors là, on s'est dit, OK, nos sociétés instrumentalisent la nature. Mais il y a aussi une portion de notre temps qui a été instrumentalisé, qu'on a réfléchi. Mais vous, c'est comme si vous avez fait sauter ce plafond de verre-là. Vous dites, OK, non, moi, c'est un temps de vie, d'expérience. Oui, c'est du temps pour nous. Puis là, je reviens encore au rôle de mère. Mais dans ce rôle-là, il y a quand même différentes charges, différents enjeux à manœuvrer. Mais lorsque je pédale, soit avec les enfants, soit toute seule pour me déplacer, c'est du temps uniquement pour moi. C'est pas un temps de société, c'est pas un temps de travail, c'est pas un temps quantifiablement productif. C'est juste un temps pour moi. Donc, ça aussi, je pense que ça fait du bien d'avoir ce pouvoir-là, peut-être, sur certaines sections de notre vie. Est-ce qu'une personne, je saute là-dessus, du temps pour toi, beaucoup de gens qui se déplacent en voiture, en automobile, puis même peut-être en transport en commun, sont capables de voir aussi ce moment-là comme étant un temps peut-être important dans leur journée qui leur permet de se retrouver, de se reconnecter à eux-mêmes, parce qu'ils sont dans la solitude de leur bulle, parce qu'ils écoutent l'émission de radio qu'ils aiment, pour différentes raisons. Qu'est-ce qu'il y a de spécifique dans le fait d'être dans une mobilité douce, active? Je vais être rabat-joie. Le temps que tu te donnes à toi. Rabat-joie est très cartésienne là-dessus. Je suis une ancienne cueilleuse de cerises, hein, donc le volet quantité ramassée versus argent accumulé, bien, je le transpose énormément au niveau du travail, puis le fait de posséder une voiture. Ensuite, la voiture est un outil fantastique dans plein de circonstances, mais lorsqu'on est en mesure de faire autrement,
Moi, l'idée d'aller au bureau pour travailler, pour me payer une voiture pour aller au bureau, c'est un non-sens. Je comprends qu'il y a plein de situations dans lesquelles les gens ont moins d'alternatives, mais ce temps-là, lorsqu'on est dans la bulle de la voiture à prendre du temps pour soi, à mon sens, c'est peut-être moins du temps pour soi qu'on le croit si on comptabilise les heures qu'on va dépenser à gérer ce moyen de transport-là au final. Donc, dans nos vies, combien de temps on aurait pris? Parce que si on pense que, selon CA Québec, là, c'est mon temps conseillère en mobilité durable, mais selon CA Québec, on a environ 10 000 $ de coût pour une voiture X dans une année, que ce soit les plaques d'immatriculation, la dépréciation de la voiture, l'essence, le stationnement, tout. Mais ce sont des portefeuilles souvent éclatés. Donc, on ne visualise pas le coût d'ensemble, mais c'est le coût moyen établi par CA Québec pour une voiture moyenne. Puis, lorsqu'on pense que le salaire net québécois moyen est d'environ 40 000 $, on peut penser que pour une personne, c'est le quart des heures de travail. Donc, le fait d'être dans sa bulle en voiture avec potentiellement un café, potentiellement du Tim Hortons, à prendre ce moment-là pour soi, bien, je pense qu'il peut être déconstruit si on éclate un peu ces données-là. J'aimerais ça t'entendre sur la notion de confort aussi. On a parlé tout à l'heure de l'expérience volontaire que vous avez dans votre mode de déplacement. Même dans la tête des gens, je pense, il y a aussi une notion de confort et d'efficacité qui, je ne sais pas où est-ce qu'on pourrait la relier avec ce que tu viens de dire, mais... Bien, le confort... pendant la pandémie, en fait, j'ai réalisé le privilège que j'avais à me déplacer à vélo pour aller au lieu de travail. Puis on a été confinés, puis j'avais jamais autant réfléchi au vélo. En fait, c'était très ancré en moi, sans doute comme toi, Nicolas, avec la marche. On ne planifie pas dans nos vies devenir marcheur ou cycliste. Ça vient naturellement dans la plupart des cas. Puis le fait de perdre ce moment-là, j'ai vu à quel point le vélo, l'activité physique, la mobilité active amenait un confort mental aussi, de pouvoir gérer ça, les sursauts d'adrénaline, la fatigue mentale, pouvoir la déplacer vers de la fatigue physique parce qu'on a bougé, on a fait on s'est aéré. Donc, moi, le confort, il est là. Il est dans, mentalement, le fait d'être reposé, le fait d'être dispose, puis cette socialisation-là à tous les jours, avec les gens qu'on connaît, qu'on croise, qu'on reconnaît. Donc, ça, c'est pour moi très confortable. Mm-hmm. Oui, c'est ça. Il y a aussi la santé que ça nous apporte, tu le disais, la santé que ça nous apporte, la capacité de réfléchir. Moi, en marchant, je redonne souvent des chansons, je réfléchis, je me parle à moi-même. Le confort est relié aussi au lieu qui rend possible les déplacements en vélo ou à pied. Tu disais tout à l'heure que tu as choisi de vivre dans un quartier central comme moi. Alors, c'est un aspect du confort aussi, c'est-à-dire que dans ces lieux-là, ben, il y a des commerces de proximité, donc ça fait partie du confort, c'est-à-dire ça implique une qualité de vie, ça aussi. Puis ça, il y a l'enjeu aussi, un enjeu de justice là-dedans, de l'accès à la ville, de l'accès à des lieux qui permettent ça, le transport actif. Et ça, c'est très inéquitable aujourd'hui, les villes dans lesquelles nous vivons. Ça, moi, je pense qu'il faut largement ouvrir la question puis l'étendre. Moi, j'aimerais ça qu'on reconstitue des villages un peu partout dans les villes, c'est-à-dire des lieux où il soit possible d'avoir justement des commerces de proximité partout, des lieux organiques, des petits villages, pour permettre au maximum de personnes de choisir ce mode de vie-là qui porte plein de bienfaits, je veux dire, pour l'individu, mais la communauté aussi. Là. Moi, j'aime bien dire faire village, parce que dans ce que je fais aussi, il y a plus que la marche en elle-même. Je vois ça comme aussi une vie qui est orientée autour du tissage de liens entre nous, là, qui nous tient ajointés les uns avec les autres. Puis c'est encore là, pour moi, il s'agit de dépasser la vision instrumentale ou consommatrice de la réalité. Là, je ne consomme pas mon environnement. J'y participe aussi. Je le construis avec les autres par des petites initiatives. Je mets l'épaule à la roue. Ça peut être d'organiser un événement de temps en temps, un spectacle de poésie, raconter une histoire au parc. Ça peut être d'organiser l'achat de terres en commun. Tu sais, pour moi, c'est ça aussi, la vie de piéton. C'est la vie dans une communauté villageoise. Tu sais, ce que tu ne ferais pas si tu n'avais pas salué tous ces gens-là et tu ne les connaîtrais pas, ce que tu aurais moins fait avec juste te déplacer avec une voiture, c'est ça? Exact, tout à fait. Tu sais, souvent, on prend la question dans le mauvais sens.
on se dit ou on nous dit de quoi te prives-tu, penses-tu à tout ce dont tu te prives en n'ayant pas d'auto? Mais moi, je prends la question dans l'autre sens. Ce que ces modes de vie-là rendent possible, en fait, les possibilités que ça ouvre. Puis c'est tout c'est le village que ça ouvre, la possibilité d'une communauté. Donc, le transport, c'est un aspect pour moi de tout ça. Puis ça m'amène 2 points, mais le premier, le confort, la grande perception de qu'est-ce que le confort. C'est une anecdote qui m'avait soufflé avec ma fille lorsqu'elle était très jeune, puis qu'on allait à vélo d'hiver à sa garderie, parce qu'on était chanceux, c'était pas tant côteux, c'était pas tant loin. Donc, il fait moins 30, là, on a le vent de face, puis en tant qu'adulte, tu peux pas chialer que t'as froid si ta fille de 4 ans est en vélo et elle ne dit rien. Puis, elle voyait une dame déneiger son pare-brise avant de pouvoir quitter, avec sa voiture. Puis, de toute son empathie de petite fille de 4 ans, elle dit « Oh, maman, mais la dame, elle doit avoir tellement froid avant de continuer à pédaler jusqu'à... » Donc, le confort, je pense qu'il y a vraiment une question de perception. Puis je pense que ce qui nous entoure, ce qu'on entend souvent dans les médias, « Ah, aujourd'hui, ça ne sera pas une belle journée, vous pouvez rester à la maison. » Mais qu'est-ce qu'une belle journée? Mais c'est tellement... On tape sur le clou de stéréotypes, en fait, qu'on propage constamment. Donc, je pense que c'est difficile pour les gens de s'émanciper de cette vision-là du confort. Puis ça m'a fait penser par rapport, lorsque tu parlais des quartiers et des grands villages, à quel point notre communauté, notre quartier a été résilient pendant la pandémie parce que tout le monde se connaissait, parce que les gens avaient créé ces liens-là au préalable grâce à la mobilité active. Donc, que ce soit des marelles géantes organisées tout au long de la rue, que ce soit des lieux de rencontre, alors que les parcs étaient fermés, mais d'utiliser d'autres espaces pour être loin, mais pour être ensemble quand même, ce qui aurait été impossible dans un quartier où les liens ne se seraient pas tissés au préalable. Moi, du confort, je vous amènerais à l'effort, parce que tantôt, on a parlé comme d'émerveillement, de l'aventure qu'il y a dans le chemin qu'on parcourt en mobilité active. Mais la mobilité active, que ce soit le vélo ou la marche, quand même un effort. Fait qu'il y a on parcourt la distance, non pas dans la facilité, mais dans l'effort, dans une certaine, je peux peut-être pas dire souffrance, mais tu sais, c'est ça. C'est pas la facilité complète. Quelle part est-ce que ça joue peut-être dans le rapport au vivant, ne serait-ce que dans le sentiment d'être vivant, de devoir justement travailler pour traverser la distance? Bien, ça fait peut-être remettre en question des présupposés qu'on a, là, des présupposés que l'accès aux choses devrait être rapide et facile, tu sais, que parcourir 100 km, que d'aller au centre commercial à 20 km pour acheter plein de boîtes. Ça devrait être une chose qui soit facile à faire, qui nécessite peu d'efforts. Tu sais, le fait de le faire par soi-même, ça nous fait prendre conscience de comment il y a quelque chose qui est peut-être désaccordé par rapport au rythme humain, par rapport aux forces de l'humain. Tu sais. Puis aussi, un sentiment d'accomplissement aussi. Quand tu fais cet effort-là, moi, quand j'ai plusieurs courses à faire qui m'obligent à pied à marcher 2 heures, par exemple, avec des sacs, ben c'est un accomplissement. C'est une expédition. Je pars en expédition. Voilà, je m'en vais en ville, puis je vais là. Fait que je reviens à la maison, j'ai fait mon exercice physique, je me sens accompli, j'ai réalisé quelque chose, puis Alors, c'est positif aussi l'effort. Puis ça relativise sur des présupposés qu'on a, je pense. Oui, puis je veux pas d'une vie sans effort. Je veux pas d'une vie rapide, je veux une vie qui a du sens. Puis pour moi, la mobilité, ça vient vraiment connecter à ce sens-là qu'on peut perdre parfois dans d'autres sphères de notre vie, mais au moins si je suis toujours en mesure de me rattacher à ce principe-là de mobilité qui a du sens, c'est vraiment apaisant. Ça me fait penser, moi, au fait qu'on se déplace pour aller monter une montagne. Oui. On est quand même content de l'avoir monté. Puis tout au long du chemin, on salue les gens qu'on rencontre. Des rares places dans la nature. C'est drôle, la relation à l'effort. Hein? Bien, c'est qu'on dirait qu'on a compartimenté les choses. Tu sais? Puis je pense qu'un mode de vie actif fait juste rendre organique à nouveau tout ce qui a toujours déjà été organique dans toute l'histoire humaine, mais qu'on a séparé en fonction. L'espace du loisir, où là, il y a des efforts correct à faire parce que c'est dans le loisir, l'espace du transport où il faut que ce soit facile, l'espace du travail. Mais pourquoi ne pas reconnecter tout ça, en fait, tu sais? Puis, enfin, ouais. Mais ça, c'est intéressant parce que cette idée-là de la compartimentation de notre vie, travail d'un côté, les loisirs, la culture de l'autre, le habiter de l'autre. Donc, tout ça, c'est
c'est quand même une idée qui est généralisée, en fait, dans notre mode de vie. Puis est-ce que plutôt que de circuler, vous diriez que, d'une certaine manière, vous vivez ou vous habitez vos déplacements? Ça va selon les déplacements, je dirais. On y pense pas par déplacement, là. Du moins, moi, j'y pense pas par déplacement. Mais il y a des déplacements qui me semblent plus utilitaires, puis d'autres peut-être plus contemplatifs. Mais c'est vrai qu'il y a des points où les deux se rencontrent. Puis de toute manière, peu importe la façon dont c'est fait, ça reste méditatif, puis ça reste connecté. Donc, oui, c'est difficile à décompartimenter parfois, peut-être. Puis on réinvente rien avec le transport actif. Là, on est là à en parler. Puis Nicolas, tu le nommais bien, mais on se réapproprie quelque chose. C'est, je dirais, la moitié du 20e siècle, la prédominance de l'automobile. Donc, c'est somme toute récent dans l'histoire aussi. Très récent. Puis aussi, là-dedans, quand je parlais du faire village, pour moi, il y a tout un aspect éthique derrière ça. Puis quand je dis éthique, c'est en deux sens. Éthique au sens de l'éthos grec, qui est les habitudes, les us, les coutumes. Hein? Comme une communauté, un village, c'est structuré par des coutumes, des habitudes, qui fait l'épaisseur de la communauté, la substance réelle de la communauté, mais qui est toujours adossé à un certain horizon éthique au sens plus convenu du terme, c'est-à-dire une certaine conception de la vie bonne humaine, de la vie qu'on souhaiterait mener en communauté. Mais dans le monde contemporain, dans le capitalisme avancé, on réduit de plus en plus tous les rapports humains à l'intérêt individuel, à la force de la concurrence. Pensons à la crise du logement, où des locataires sont évincés, où il y a des hausses fulgurantes de loyers. Mais si tu connais ton locataire, tu entretiens des relations affinitaires avec ton locataire, voire d'amitié, de voisinage, tu vas être moins porté à penser ta vie uniquement dans ces termes-là. Tu vas sans doute être plus respectueux des intérêts de ton locataire, puis des normes sociales qui administrent, qui gouvernent les augmentations de loyer. Or, moi, je pense que les modes de transport actif, justement, ils permettent de développer cette culture-là, qui entretient des relations d'amitié affinitaires, qui vont faire en sorte qu'on va être plus solidaires les uns des autres, tu sais. Fait que, tu sais, pour moi, c'est très large. Je trouve ça beau, la question que tu as posée, parce que ça m'a accompagné pendant 3 semaines, puis je réalisais comment ça plongeait très loin, en fait, dans non seulement mon mode de vie, mais je dirais même le sens que je donne à ma vie, puis même ma spiritualité, en fait, là, ma façon très profonde d'approcher les gens, de concevoir le monde, tout ça. Tu permets. Moi, vous m'aidez vraiment beaucoup. Je vais aller à la maîtrise, poursuivre ma réflexion en lien avec la relation vivante. Puis ce que vous me permettez de réaliser, c'est une discussion que j'ai eue récemment avec David Roy de l'atelier de biodiversité qui me disait « Louis-Philippe, c'est difficile de s'imaginer en tant qu'occidental blanc, dans nos modes de vie, d'avoir un autre type de relation vivante que c'est l'instrumental. Et vous arrivez tel un cadeau. Et dans les fameuses définitions, les 4 types de relations vivantes, on peut les nommer simplement de la nature, c'est la relation instrumentale. Avec la nature, j'imagine que vous, dans vos modes de déplacement, vous êtes beaucoup avec la nature aussi. Alors, on peut aller jusque dans la nature je ne me rappelle pas, mais ça va jusqu'à une forme très intrinsèque en termes de la nature en valeur à soi, qu'elle a une valeur. Tu sais. Mais je me demande, dans votre relation avec le vivant, que je n'ose pas définir nécessairement, est-ce que vous avez l'impression d'avoir une plus grande sensibilité face à tout vivant que vous rencontrez, tant avec vous, parce que vous confrontez votre existence physique, et celle de l'extérieur, des humains que tu rencontres dans ta communauté? Bien, oui, absolument. Puis dans différents exemples très concrets qui me viennent en tête, mais le volet changement climatique, hein, dans le vivant naturel. En 15 ans de vélo d'hiver, je l'ai vu, l'évolution de l'hiver. Je l'ai vu, la tendance au réchauffement, aux épisodes beaucoup plus intenses, mais de manière très ponctuelle. Donc, cette relation-là au vivant, on le nommait avec les oiseaux tout à l'heure, mais ne serait-ce que l'arbre qui a vieilli, qui a été abattu, qui a eu la grille du frein, on connaît notre entourage, mais aussi de manière humaine.
on a abordé la crise du logement, mais le volet itinérance aussi à Sherbrooke, le fait de se déplacer à vélo, de côtoyer des gens, ça a été incroyable de remarquer à quel point ça s'est accentué comme crise sociale à laquelle on n'est pas en mesure j'ai l'impression qu'on n'est pas capable de trouver des solutions il faudrait du temps, il faudrait s'éloigner de la solution one size fits all. Puis pour le moment, j'ai l'impression qu'en tant que société, on n'y arrive pas. Mais de voir, tu sais, de manière très cartésienne, mais bon, ben, là, le volet itinérance était davantage au centre-ville, derrière la salle Jean-Bisserie. Puis de voir que là, ça prend de l'ampleur, puis qu'on est rendu au coin de King-Jacques-Cartier, qu'on est rendu dans l'Est aussi au niveau de... Donc, cette relation-là au vivant de différentes façons, qu'elle soit avec la nature ou par la nature, comme tu le nommais, elle est quand même très visible. Puis je le vois aussi avec les enfants, tu sais, le sentiment qu'ils ont selon les gens qu'ils côtoient, selon l'environnement dans lequel ils les côtoient, les instincts ou les intuitions qu'ils développent grâce à ça, bien, je pense que ça en fait des citoyens beaucoup plus outillés pour s'adapter aussi au contexte dans lequel ils vivent. Tu as envie de rajouter quelque chose, Nico? J'irais exactement dans le même sens. Juste un autre exemple pour illustrer ça. La rivière Saint-François, justement, elle ne prend presque plus en glace dans les dernières années. Puis bon, moi, je suis ici depuis 2006. Puis généralement, les 2 gros mois d'hiver, voire les 3 gros mois d'hiver, à peu près le 2/3 de sa largeur du côté est de la rivière était prise en glace. Maintenant, depuis quelques années, ça ne prend pas en glace ou de façon très éphémère. L'étiage est plus bas à chaque été. On peut traverser à gué la rivière maintenant, donc à pied, à plusieurs endroits de la rivière. Ce n'était pas le cas avant, en tout cas de mon expérience à moi. Effectivement, ça nous rend sensibles effectivement, à ce qui se passe. Je pourrais donner d'autres exemples aussi, mais oui, tout à fait. Sensible. Puis en très peu de temps. En très peu on de n'est temps. pas si âgé. Je veux dire, on a une expérience de vécu sur 15 ans, puis on est en mesure de remarquer tellement ça a été flagrant comme changement. Donc, Puis c'est ça, pour revenir à l'auto, c'est l'air climatisé, fait que ça nous coupe justement de cette sensibilité immédiate à l'environnement, tandis qu'on est directement connecté à ça lorsqu'on marche ou qu'on fait du vélo. Moi, j'ai envie de vous demander qu'on parle un peu de verdissement parce que depuis tantôt, on ne le nomme pas, mais on est en milieu urbain. On est à l'Université de Sherbrooke, 4 personnes qui vivent dans les quartiers centraux. C'est quand même quelque chose qui encadre un peu l'image qu'on est en train de construire du rapport au vivant avec la mobilité active. Tu sais, il y a des obstacles aussi à pouvoir profiter de tous les bienfaits que vous nommez que peut apporter la mobilité active en termes de relations vivantes, donc cultiver les liens, la santé, l'aventure, la connaissance intime du territoire. Il y a des obstacles. Quels sont-ils? Puis comment est-ce que vous pensez le rapport à la ville? De quelle ville est-ce que vous rêvez, disons, pour maximiser les apprentissages qu'on pourrait faire comme piéton ou comme cycliste par rapport au vivant, justement? Bien, récemment, je l'ai vécu de manière culturelle, justement, avec le programme Tout à vélo. Donc, on avait une trentaine de participantes qui n'avaient jamais fait de vélo ou qui savaient en faire pour quelques-unes, mais qui n'étaient pas... Elles n'avaient pas d'aisance sur la chaussée, admettons, pour les déplacements. Donc, c'était un programme par et pour les femmes pour cet apprentissage-là. Puis, environ 80% de nos 2 cohortes étaient des femmes issues de l'immigration. Donc, culturellement, les barrières étaient très différentes de, justement, notre cadre de 4 personnes qui vivent en milieu urbain puis qui ont eu le privilège de vivre la mobilité active. Puis, lever ces contraintes-là, lever ces barrières-là, je pense que la façon d'y arriver sera d'avoir une multitude de modèles parce que, tu sais, en anglais, on dit « you can be what you can see ». Bien, en effet, si tu n'en vois jamais des femmes issues de l'immigration traverser le pont Jacques-Cartier à vélo, bien, peut-être qu'en tant que petite fille, tu n'auras jamais ce déclic-là que « ah, mon Dieu, elle me ressemble, ça pourrait être moi ». Donc, je pense qu'avoir une diversité de modèles puis d'essayer de faciliter cette intégration-là comme par des programmes sociaux, exactement, comme Tout à vélo, pour lequel, évidemment, mais on recherche tout le temps, tu sais, des miettes de financement à gauche, à droite. C'est toujours difficile. On ne sait même pas s'il y aura une 2e édition. On le souhaite, puis tout le monde travaille ardemment en ce sens-là. Mais je pense qu'il y a des programmes sociaux pour lever les freins culturels à la pratique, puis même au niveau... très nord-occidental, mais encore souvent, tu sais, le fait de se déplacer à vélo ou à pied,
t'es trop pauvre pour t'acheter un char. Donc, de lever aussi cette barrière-là, que le fait d'avoir une voiture est un synonyme de succès. Puis, à ce moment-ci, mais on se bat contre des lobbies qui ont des moyens absolument faramineux que le volet marche, transport en commun et vélo n'auront probablement jamais. Il y a des pays qui ont décidé de légiférer la publicité automobile. C'est très minime, mais ne serait-ce que ils n'ont pas le droit de montrer une voiture dans un endroit où elle ne peut pas y accéder de manière normale. Donc, souvent, on va positionner une voiture en bas d'un glacier, puis on va le prendre en photo de « bravo avec la voiture, vous pouvez vous rendre là ». Mais au final, c'est faux. Donc, de mieux aussi expliquer la tarification de la voiture au sein des publicités. Donc, ce sont des minuscules gestes, comme on a fait, en fait, avec l'industrie du tabac. Donc, tranquillement, on n'a plus le droit de vendre à différents endroits. Ça a été clos aussi. Les publicités ont eu certaines contraintes à respecter. Puis maintenant, bien, on voit que ça fait effet. Donc, je pense que cette dépendance-là à la voiture va être un peu similaire. Puis dans les contraintes à lever, elle en fait absolument partie. J'avoue, moi, que la question me dépasse, mais parce que tu l'as dit tout à l'heure, je ne suis pas un expert. Hein, je parle beaucoup à partir de mon expérience. Je m'appuie sur quelques notions philosophiques. Mais si j'ai une intuition, il me semble, dans le cadre réglementaire, la façon dont l'urbanisation est faite, ça devrait être déjà imposé depuis longtemps que les quartiers soient plurifonctionnels, justement, qu'il y ait un parc dans tout nouveau quartier résidentiel nécessairement, des commerces de proximité, enfin, mais je ne peux pas en dire beaucoup, là. Puis tout le monde a à y gagner aussi. Donc oui, il y a plusieurs contraintes, elles sont différentes. Puis il y a des gens, pour différentes raisons, qui ne pourront pas se déplacer de manière active et c'est correct. Mais si on est en mesure de transférer tous les gens qui peuvent parfois, souvent, tout le temps se déplacer de manière active, tout le monde y gagne. Je trouve que dans le discours social, on met souvent en opposition, en fait, les différents modes de transport, alors qu'ils sont tous complémentaires. On est tous à un moment automobilistes, piétons, cyclistes, ne serait-ce que récréatifs. Le moment où les gens auront transité vers des modes de mobilité durable, bien, les gens qui auront réellement besoin pour un déplacement en particulier ou pour plusieurs déplacements de prendre la voiture, vivront eux aussi moins de congestion, auront eu moins de pression sur les infrastructures qui seront sans doute en meilleur état, auront des espaces de stationnement pour arriver à destination parce que collectivement, on aura fait une transition. Donc, tout le monde est gagnant. Puis je pense que dans le discours, si j'avais 2 choses à souhaiter, ce serait justement de cesser de mettre en opposition. Puis bon, bien, comme tout à l'heure, la température, là, si on pouvait arrêter de dire la météo, il fera pas beau demain, rester à la maison, puis de restructurer ça. Donc, pour tous les médias qui sont à l'écoute, voici mes 2 messages. J'écoutais, je me dis, hey, il faudrait même que nos gouvernements financent tout ce qui est lié à la culture, le cinéma et autres, uniquement s'ils présentent des pratiques écologiques du déplacement. Parce que là, moi, j'y pense, là, généralement, le monde se déplace en auto. C'est très drôle parce que, justement, il nommait que dans les films de science-fiction un peu catastrophiques, là, qu'on est les 8 derniers humains sur la Terre, bien, personne ne va se déplacer à vélo. Ce sera toujours j'ai le dernier véhicule pour me déplacer finalement. Donc, en effet, je pense que culturellement, mais un peu comme à l'époque, quand je refais le parallèle avec la cigarette, tout le monde fumait à l'écran, tout le monde fumait au théâtre. C'est une pratique qui a beaucoup diminué. Donc, j'ai l'impression que éventuellement, on arrivera là aussi au niveau de la mobilité. Je sais que tu as toute une pensée liée à justement la contribution du mode de transport en fonction du genre. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu pourrais nous ajouter pour mieux nous faire comprendre ces enjeux-là? Nos villes ont été réfléchies par des hommes, encore largement aujourd'hui, à différents niveaux, à différents postes, parce que, bon, c'est culturellement, historiquement, c'est comme ça que les postes décisionnels étaient largement occupés par des hommes. Donc, forcément, lorsque tu réfléchis à ta réalité, puis, cela dit, moi aussi, je le fais. J'ai plein de biais cognitifs qui m'appartiennent de ma posture de femme en santé, privilégiée, blanche, Donc, c'est pas un jugement par rapport à comment ça a été construit, mais c'est plutôt une façon de réfléchir pour les prochains, de faire une analyse différenciée selon le sexe, selon le genre. Donc, si on prend, par exemple, une ligne d'autobus, oui, on a plusieurs lignes d'autobus à Sherbrooke, mais elles desservent du point A au point B. Puis si on souhaite faire un déplacement qui est non linéaire, donc un peu plus éclaté, un peu plus étoilé, donc du point A au point B, mais en passant peut-être par le point
point 1. Donc, des déplacements auxquels font face encore davantage une majorité de femmes parce que la charge mentale, bien que mieux rétablie, et je l'espère de mieux en mieux rétablie, repose encore sur les épaules principalement des femmes au sein des ménages. Donc, lorsque le déplacement, on va remarquer que les hommes vont se déplacer sur un plus grand kilométrage, mais 2 fois par jour, donc l'aller et le retour du bureau, alors que les femmes vont faire un moins grand kilométrage, mais elles le feront de manière justement étoilée, donc partir de la maison, déposer quelqu'un à la garderie, peut-être arrêter à la pharmacie, ramasser la prescription, aller au bureau, potentiellement faire l'épicerie le midi et revenir à la maison. Donc, on comprend le principe, mais comme les lignes d'autobus, exemple parmi tant d'autres, ont été réfléchies par des hommes, elles sont très linéaires et ne répondent pas à ces besoins-là. Si on pense aussi au niveau de la mobilité active, ces déplacements-là sont les mêmes. Puis, ce qui va être un indicateur d'un bon réseau cyclable utilitaire dans une communauté, dans une ville, dans une province, c'est lorsqu'on atteint un certain équilibre d'hommes-femmes dans les déplacements utilitaires, parce que là, on aura compris que le volet sécurité, encore là, si la femme a la charge de gérer les enfants à vélo, bien, tu veux les mettre dans un milieu sécuritaire. Donc, toute seule, je vais prendre la rue King. Avec les enfants, je vais prendre la piste cyclable autour du lac des Nations, même si c'est plus long. Donc, à Sherbrooke, ce qu'on peut voir, c'est que, la part modale du cyclisme utilitaire, elle est très basse. Selon les dernières données de Vélo-Québec, on est à 0,4 % de déplacement à vélo pour se rendre, donc pas pour le volet récréatif, là, pour se rendre à l'épicerie, pour se rendre au bureau, donc des trucs très concrets et utilitaires. Puis de ça, bien, c'est une femme pour 7 hommes qui va se déplacer à vélo pour des déplacements utilitaires. Donc, on remarque que le réseau n'est pas encore capable, de prendre les déplacements étoilés des femmes, puis 2, de prendre sans doute les déplacements avec enfants au niveau sécuritaire aussi. Donc, on pourrait penser même à la tarification. C'est très large, en fait, à quel point la mobilité n'est pas favorable aux femmes en général. Tu parles des enfants aussi. Je ne t'ai pas posé des questions, Philippe. Tu parles des enfants aussi. Moi, ça m'a tellement marqué. Je pense que c'est quoi le nom du documentaire qui vient de sortir? De Sherbrooke à vélo. Comment ça s'appelle? Je pense qu'on l'a juste appelé Sherbrooke à vélo. Sherbrooke à vélo. J'invite les gens à taper ça. Sherbrooke à vélo, c'est magnifique. C'est pas long. Je pense que c'est 30 minutes à peu près. Peut-être plus. Toutes les intervenantes, dont toi, dites « je ne laisserai pas mon enfant circuler seul au centre-ville. » Ça m'a marqué. Mon enfant quitte dans le coin du Vieux-Nord et va à les collectifs en vélo avec ses amis tous les jours. Et là, je suis revenu, j'ai dit « qu'est-ce que je fais? » Serais-tu un mauvais père? C'est vrai, j'ai un mauvais père, effectivement, Nicolas. Et là, je suis allé voir mes enfants. J'aurais dit « les enfants, je veux au moins vous dire une chose, c'est que je l'ai entendu. Puis la deuxième chose, c'est que je veux vraiment que vous imaginez que les autos ne s'imaginent pas que vous existez. Faites toujours comme si vous n'existez pas pour les autos. » Ça m'évoque un peu ce que tu dis. C'est Bien pas sûr. vraiment sécuritaire. Non, c'est la même chose que je dis à mes enfants. Même lorsque je les accompagne, c'est le contact visuel avec l'automobiliste, envoyer la main. Mais encore là, parfois, l'automobiliste qui ne veut pas mal faire, c'est dire « ah ben bonjour », il envoie la main, puis il va. Donc moi, mon enfant a fait son contact visuel, a dit bonjour, il y a eu un retour, bravo, je peux traverser, et non. Donc, mais en même temps, ça en fait des citoyens extrêmement aguerris aussi, non seulement à eux, non seulement aux automobilistes, mais aussi aux plus vulnérables. Parce que lorsque ce sont eux à vélo, mais c'est à eux de débarquer du trottoir lorsqu'il y a un piéton, lorsqu'il y a quelqu'un qui semble à mobilité réduite. Donc, ils font partie d'un continuum. Ils ne sont pas les pauvres cyclistes. Là, par moment, ils sont les plus vulnérables sur la route, d'autres fois moins. Donc, c'est à eux de jauger ça aussi dans leur déplacement. Les modèles d'urbanisme durable, de quartier à échelle humaine, mentionnent aussi ou soulignent aussi beaucoup que le fait d'avoir des bons axes de déplacement sécuritaires, paisibles pour les piétons ou les pistes cyclables, bénéficie pas seulement aux gens en santé ou dans la force de l'âge, mais aussi aux personnes âgées, aux personnes à mobilité réduite, puis qu'en ce sens-là, ça accroît l'équité de l'accès à l'espace public pour tous les âges. Moi, je trouve ça intéressant aussi de penser en termes un peu universels comme ça, pour les enfants, pour les femmes, puis d'avoir cette analyse différenciée-là. Mais je pense aussi aux personnes âgées, parce que tout le monde, tous les auditeurs, les auditrices qui nous écoutent vont vieillir. Tu l'évoquais tantôt, Nicolas, en vieillissant, on ralentit. Puis, il y a d'autres enjeux peut-être qui viennent à l'avant-scène pour notre mobilité, pour nos déplacements. On veut peut-être pas seulement qu'ils soient utilitaires, mais il y a aussi
On veut qu'ils soient plaisants, qu'ils nous permettent justement de faire des rencontres, de briser l'isolement, mais dans un contexte sécuritaire. Tu sais, est-ce que la marche, le vélo en ville sont propices aujourd'hui? Tu sais, je pense aux personnes âgées. Est-ce que la ville est bien aménagée pour ça? Qu'est-ce que c'est une ville bien aménagée pour les personnes âgées du point de vue de cette mobilité douce? Ben, moi, je pense qu'en vieillissant, il y a une perte cognitive normale. Donc, nos infrastructures se doivent d'en tenir compte, ne serait-ce que par le temps de déplacement. Lorsqu'il y a un passage piéton, un feu piéton, bien, ce feu piéton-là, dans la majorité des villes, est réfléchi selon l'homme moyen de 35 ans en forme, alors qu'au final, que tu sois avec une personne âgée, que tu sois une personne qui a peut-être des différences neurocognitives, que tu sois avec des jeunes enfants, pour plein de raisons, le temps n'est pas adapté. Donc, je pense, au niveau de la mobilité, au niveau du cyclisme, il y a de plus en plus de personnes âgées qui reprennent goût au vélo grâce à l'arrivée qui s'est démocratisée des vélos électriques. Mais encore là, on les lance dans un milieu où les infrastructures ne sont pas adéquates, avec des vélos qui peuvent atteindre une vitesse quand même considérable, mais qui sont aussi un poids. Donc, je pense qu'il y a un danger de proposer des solutions. C'est comme si on proposait la finalité, mais qu'on n'avait pas attaché tous les fils avant de le faire. Ensuite, vaut mieux ça que rien du tout, bien sûr, parce que je pense que c'est la force du nombre qui va éventuellement amener les choses à changer, parce que ce sera une preuve visuelle que ça existe. Il y a toujours le débat de la poule ou l'œuf. Mais en effet, au niveau des personnes âgées, je pense que pour briser la solitude, pour le réfléchir différemment, mais notre ville n'est pas prête à les accueillir. Puis j'espère qu'elle le sera. Ne serait-ce que le transport en commun. Tous les autobus, en fait, devraient être en mesure d'abaisser la porte avant pour faciliter l'entrée dans l'autobus, mais ça demande un temps. Puis là, les usagers de l'autobus, on n'a pas cette culture-là d'attendre que l'autobus s'abaisse pour pouvoir faciliter l'entrée. Donc, les personnes âgées, mais les dames avec les poussettes aussi, ou les papas avec les poussettes. Donc, je pense que le temps, on revient encore à ça, de comment on utilise notre temps, puis qu'est-ce qu'on pense productif. Abaisser la vitesse en ville serait une autre façon de le faire. Ça vient rendre les autres modes de déplacement plus compétitifs aussi. Ça minimise les impacts lorsqu'il y a une collision. Donc, je pense que ce qui est fâchant, j'adore ça, la mobilité, mais une partie qui m'habite est beaucoup aussi de la colère, parce qu'on les connaît, les solutions. Elles sont simples. On ne réinvente pas un principe de physique quantique. Là. Je veux dire, la littérature est liée, les expériences relativement importables y sont aussi, mais il y a un volet politique qui rentre en ligne de compte, puis une certaine... on attend que tout le monde soit d'accord, puis qu'il y ait une acceptabilité sociale, puis c'est correct, mais pendant combien de temps on va attendre? Nicolas, est-ce que tu rencontres toute une diversité d'usagers... de l'espace urbain dans tes marches? Pas tant que ça. C'est-à-dire, oui et non. Les personnes âgées, c'est vrai, sont plutôt absentes d'espace public. C'est assez troublant. J'ai l'impression des fois qu'elles se sentent elles-mêmes exclues. Il y en a un ou deux, des fois, que je salue. Ils ne retournent pas la salutation. Je pense qu'ils vivent parfois une forme de honte d'être vieilles. Je crois qu'ils sont plus confinés, effectivement, c'est ce que je vois. Mais oui, on rencontre une diversité aussi, c'est ça qui est beau aussi, c'est-à-dire on rencontre la pauvreté, on rencontre les enfants, on rencontre des gens de toutes les classes. C'est ça qui est beau aussi de prendre l'autobus, par exemple, c'est que ça nous ouvre vers la diversité. Ça nous apprend à s'ouvrir justement à d'autres réalités sociales. Ça aussi, je pense que ça nous humanise aussi. Pour revenir à l'aspect éthique, le fait de rencontrer la diversité, ça permet de se solidariser, je pense, avec des gens qui ne sont pas comme nous, ne sont pas de notre classe. Ce qui est l'exact opposé de la façon dont les villes sont construites par quartier, donc par profil socio-économique. Donc, c'est aussi un aspect, je pense, le transport actif vient briser, en quelque sorte, il vient permettre à des classes de communiquer, comme l'école publique. Ça permet à des enfants issus de différentes classes de communiquer. Même chose avec le transport public, même chose avec le transport actif. Mais pour ce qui est des personnes âgées, oui, effectivement. Puis c'est sans doute dû à ça, à ce que tu dis. C'est les transports, les structures sont peu adaptées pour ces personnes-là. J'ai envie de parler de notre projet, d'un projet qu'on essaie de porter, Nicolas, moi et d'autres, de notre voisinage de rue partagée. Cette idée-là de rue partagée, j'aimerais ça vous entendre, je sais que vous avez une tête par rapport à ça, ça vient aussi du fait de dire, nous, dans notre expérience communautaire, Nico,
quand on fait des activités communautaires, on met la musique, quoi que ça. Là, les personnes âgées vont s'arrêter plus. Puis moi, j'ai rencontré des gens de mon quartier parce qu'on s'était arrêtés. Et la rue partagée, c'est ça l'idée. C'est de partager à 20 km/h, pas en tant que piéton, maximum pour les autos, ces espaces-là. Et crime, l'Organisation mondiale de la santé positionne l'isolement comme étant le principal enjeu de santé. C'est pas rien, là. C'est même plus dangereux pour la santé que la cigarette, l'isolement. Pour la santé mentale, entre autres. Physique aussi, je pense. Ouais. Rue partagée, pas rue partagée? Ben oui, absolument. Depuis tout à l'heure, on se dit qu'on occupe le territoire, qu'on l'occupe peut-être différemment, qu'on habite dans des quartiers qui souhaitent aller vers là. Puis, je trouve que les rues partagées, c'est le parfait exemple de on ne vient pas démoniser la voiture. Hein. Elle a sa place, ça se peut qu'elle transite par là, mais elle n'est plus prioritaire. Donc, c'est simplement ça. La résistance que ça peut accueillir parfois comme idée me sidère parce que c'est très peu, finalement. C'est encore une rue. On est encore dans ce concept-là de béton. Puis pourtant, dès qu'on enlève un peu d'espace pour mieux redistribuer, que ce soit avec chiffres à l'appui ou non, hein, en plus, tu sais, les données statistiques par rapport à la place démesurée de la voiture dans nos sociétés, elles y sont. Il y a un accord scientifique à ce niveau-là. Et pourtant, c'est comme si mais j'en ai pas vu de cycliste aujourd'hui, donc il n'y en a pas. Ou j'en ai pas vu de piéton aujourd'hui, donc pourquoi on fera un trottoir? Moi, là, j'ai pas vu personne traverser la rivière à la nage aujourd'hui. Ça veut dire qu'il n'y a pas besoin de pont? Donc, je trouve que c'est toujours 2 poids, 2 mesures lorsqu'on parle des véhicules. Puis, la rue partagée, mon Dieu, pour la résilience des quartiers, je pense que ça aussi, les preuves ne sont plus à faire à ce niveau-là. Oui, c'est ça. Puis on parle de l'auto, c'est ça, il y a de fortes résistances, il y a une inertie très grande dans nos institutions, dans nos pratiques, dans le financement. Puis c'est accordé à une certaine conception de la liberté individuelle aussi, hein, qui est axée autour de l'automobile, comme si la liberté des déplacements était pensée en fonction de la liberté pour les autos de se déplacer. Mais si on avait vraiment une réelle liberté de déplacement, ça impliquerait que tout le monde aurait accès à des alternatives, pourrait choisir. Si 95 %, c'est parce que c'est à peu près ça, là, des gens prennent l'auto pour aller étudier ou travailler, je pense que c'est signe qu'il y a peu de liberté de choix, finalement. Il n'y a pas d'alternatives réelles qui sont proposées. Au fond, on est beaucoup plus dépendant et asservi à la voiture qu'on a la liberté de la prendre. C'est un choix qui est imposé. Puis quand on pense, on parlait de tout l'investissement qui est orienté autour de l'auto, tout ça, mais c'est l'espace considérable dans les villes qu'on pourrait utiliser autrement pour faire des parcs, des jardins, des milieux plus humains, plus agréables. Tu me fais rêver, là. Ce serait le fun. Ce serait donc le fun. Il faut changer la culture. Ça passe par là, entre autres. Oui, j'ai vraiment une recherche, un questionnement que j'ai depuis longtemps qui est sur le voyage. Puis, on a parlé beaucoup de l'espace urbain, de l'espace quotidien, de la vie entre le domicile, le travail, les autres points d'arrêt. Mais qu'en est-il du voyage? La manière qu'ont les gens aujourd'hui d'échapper à cette vie trop accélérée, à la cadence, à des milieux de vie qui ne sont pas si agréables que ça, c'est entre autres de s'évader dans leur période de vacances, puis d'aller loin, le plus loin possible, ou dans un endroit assez exotique, ou dans un endroit vraiment reposant. Tu évoquais tantôt comme la montagne, par exemple. Ça peut être la montagne la fin de semaine. Ça peut être le sud, la semaine de relâche, etc. Est-ce qu'on peut voyager en marchant, en faisant du vélo? Puis qu'est-ce que ça transforme dans l'idée du voyage? Est-ce que ça devient plus parce qu'il y a moins de distance, forcément. Est-ce qu'il y a moins d'exotisme? Est-ce qu'on découvre d'autres choses? Est-ce qu'on voyage plus en soi? J'aimerais ça vous entendre là-dessus. Moi, je pense qu'on part autant à l'aventure, mais simplement de manière différente. Puis, de manière très franche, je vais prendre l'avion là, avec les enfants en octobre. On part justement à vélo, faire un trip à vélo, mais on part de loin. Donc, tu sais, la part de le volet environnemental, le volet émissions de gaz à effet de serre par rapport à ça, je l'assume aussi. Je fais des choix, puis là, ça, j'ai choisi de l'assumer puis de le quitter, de quitter en avion. Mais on part aussi de manière préparatoire de la maison, puis on va à la ronde cet été, mais à vélo. Donc, on part de l'est de Sherbrooke, puis on va prendre les chemins de terre, les pistes cyclables,
Ça va nous prendre 2 semaines, mais on va aller à la ronde, À la milieu ronde, hein. super bitume et tout. Mais C'est ça, les ça va enfants être- sont jamais allés. Donc, on va faire ça à vélo, puis on va Si je peut-être me même trompe- revenir par les glissades d'eau de Bromont. Si je me trompe pas, les vélos ne peuvent pas rentrer sur le site de la ronde. Non, on va les barrer Vous à allez les l'extérieur. laisser à la porte. OK. Ben, en fait, le but, ça serait de trouver un endroit où mettre notre tente à Longueuil, puis de leur faire prendre le métro jusqu'à la ronde, parce que, étant Sherbrookeois, ils n'ont jamais pris le métro non plus, en fait. Donc, tu sais, je pense qu'il y a moyen. Puis moi, j'ai énormément d'excitation par rapport à ce projet-là, tu sais, de découvrir. Et ça amène une aisance, parce que là, oui, on va sortir du cadre. Oui, on fait des distances. Je ne suis pas une personne qui est super structurée, donc on verra comment ça va au fur et à mesure, mais hey, la facilité de chez au Québec, je cogne chez quelqu'un, ouais, non, j'ai plus d'eau, j'ai un flat, on ne sait pas où dormir, je suis très à l'aise tu sais, d'aller planter ma tente parce que pas ou peu de barrières culturelles, je me sens chez moi. Donc, je trouvais qu'au niveau préparatoire, de quitter par la suite pour un grand voyage à vélo outre-mer, ben, tout aussi excitant. C'est magnifique. Moi, je te pousserai un petit peu plus loin, surtout parce que tu parles des enfants qui voyagent à vélo, tu sais. Voyager, pour beaucoup de gens, c'est se déplacer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui va se déplacer dans tes enfants, tu penses, cet été, en faisant ce grand voyage en vélo? C'est plus un déplacement en eux. Absolument. Puis à chaque fois, même à chaque matin qu'ils sont en vélo, il y a ce déplacement-là de confiance en soi, davantage d'autonomie, de prise décisionnelle. Il y a une évolution constante qui n'est pas vraie en voiture lorsque l'enfant est sur le siège arrière puis qu'il y a une perspective relativement réduite aussi de ce qui se passe autour de lui. Là, à pied, à vélo, même en transport en commun, lorsqu'ils prennent l'autobus de ville pour aller à l'école, ils peuvent décider de sortir plus tôt pour marcher, d'essayer le coin de rue d'après, de « Ah, je suis allée d'entendre la bus, je vais revenir à pied finalement ». Ils ont ce contrôle-là. Donc, moi, je suis certaine. Puis les liens entre eux, lorsqu'on parle de lien du vivant, on a beaucoup abordé l'extérieur, le lien avec les autres, le lien avec la nature, mais le lien entre eux dans un déplacement comme ça, dans une expérience comme ça, ils sont en mesure de valoriser ce que l'autre a réussi à faire. Monter une côte, mettons. Monter une côte, s'encourager là-dedans, et des fois se crier dessus de « Ah, tu vas pas assez vite. Non, mais là, moi, c'est mon plus vite. » Donc, cet apprentissage-là de vivre en communauté, puis tu vas aussi vite que ton maillon le plus faible, cette journée-là. Donc, de tempérer, puis oui, le mouvement en eux va être énorme. Oui, voyager ici, voyageant, ne voyageant pas. On pourrait partir d'une analogie avec l'arbre. Hein? Les oiseaux voyagent, ils migrent, ils se posent sur l'arbre. L'arbre, il reçoit ses voyageurs. On pourrait dire qu'il est immobile, mais en même temps, il accueille ceux qui viennent vers lui. Hein? Fait qu'il y a deux façons de voir ça. Laisser les choses venir à soi ou partir, aller ailleurs. De toute façon, on est toujours ici. Hein? On n'est jamais ailleurs. Au fond, quand on y pense, on est toujours ici. Ailleurs, on va être dans un autre ici. Une chose qui me frappe, moi, c'est que lorsqu'on voyage, on veut... Là, je vais emprunter un concept au sociologue Hartmut Rosa, le concept de résonance. Hein? Le concept de résonance désigne un mode de relation au monde, où on est dans un espace où il y a deux pôles qui se répondent, quelque chose qui connecte, une connexion, il y a un dialogue, on est touché par quelque chose qui répond en retour. Par exemple, une relation dans un espace non résonant, ce serait, par exemple, au McDonald's, on ne peut pas avoir une relation avec la caissière, c'est pas là que ça va se passer, c'est pas là qu'il va y avoir un échange, ça ne résonnera pas, c'est vite fait, c'est bien fait, oups, on s'en va. À l'opposition, le café du coin, un café d'habitué, on se connaît, on a du fun ensemble, ça résonne. Quand on va en voyage, on va dans des espaces de résonance. On va visiter des vieilles villes, des vieilles pierres, des espaces naturels qui nous enchantent, etc. Puis c'est précisément ces espaces de résonance-là qu'on détruit par l'automobile, au fond. Puis par, je dirais aussi, le mode de vie banlieusard, qui reconstruit des espaces de résonance, mais à l'échelle individuelle. Hein. On reconstruit dans son chez-soi un espace familial, un espace où ça résonne, où on est bien. Mais les lieux publics sont désertés de ça, deviennent des lieux aliénés, froids, hostiles, hein, des lieux dangereux, on en parlait tantôt, l'automobile, etc. Des lieux où ça ne résonne plus. Alors, c'est un paradoxe. On vit dans une culture qui
qui engendre ses propres déchets, puis pour compenser, produit des paradis lointains qu'on cherche à accéder en voyage. Donc, moi, je prône les vertus de l'immobilité, redécouvrir l'infini dans le fini, ici et maintenant, voyager. Il y a d'autres façons de voyager que par le déplacement. Ça peut se faire par l'art, par la conversation, il y a toutes sortes de choses, par le jeu, il y a toutes sortes de façons de voyager, au fond. Là. C'est très accessible, en fait. Alors moi, c'est ma vision un peu du voyage. J'ai mes petits lieux à Sherbrooke, je ne dirais pas où, des lieux secrets, des lieux sacrés pour moi, où je fais des voyages. Je vais ailleurs dans ces lieux-là. Puis ça peut être avec des amis des fois. Fait que je pense que c'est ça qu'il faut investir aussi. Je pense qu'il faut se désintoxiquer de ce que, je ne me rappelle plus quel philosophe appelait les intensités fortes. Il faut revenir aux intensités faibles. Une promenade en avion ou, je veux dire, un tour de manège, ou un voyage en Europe, dans un pays exotique, c'est une intensité forte, c'est très, très intense. Mais il y a des intensités faibles, je pense, puis moi, je trouve que la marche permet de renouer avec ça, les plaisirs plus subtils, mais qui grossissent avec le temps aussi. Ça, c'est une chose que je n'ai pas dite, parce que une chose que j'ai remarquée, moi, dans mon expérience je ne sais pas si j'ai encore le temps de parler. Vas-y. OK. Une chose que j'ai remarquée dans ma cohabitation, dans mon expérience de marcheur, c'est qu'avec le temps, il y a des plaisirs, des choses, en fait, inouïes qui nous émerveillent. Je compare ça un peu au négatif d'une photographie qui, lorsqu'on l'expose à la lumière un certain temps, va montrer quelque chose. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui me klaxonnent dans la rue, non pas parce qu'ils sont fâchés, mais pour me saluer. Ils font ça en guise de salutation. J'appelle ça des clins d'œil d'amitié. Simplement parce que je suis un marcheur depuis très longtemps. Mon réseau s'est agrandi. Fait que j'ai plein d'amis comme ça qui, régulièrement, me saluent en me klaxonnant. Mais moi, je trouve ça très beau, ça. Ça me remplit de joie, d'amitié. Mais c'est des choses auxquelles on a accès seulement si on prend un certain chemin puis qu'on dure, qu'on est patient dans telle direction. Il n'y a pas un programme à la base de ça. C'est rien de contrôlé. C'est pas mais c'est ça, donc des intensités faibles. Donc le voyage, dans le fond, il faut, je pense, reconsidérer qu'est-ce que c'est. Fait que c'est une très bonne question. Oui. Vous avez validé, en tout cas, pourquoi je fais un balado aujourd'hui. Je vous aime, c'est fascinant. Je trouve qu'on a acheté quelque chose au monde aujourd'hui par vos réflexions que je trouve peu dans l'espace public, mais qui me semble être essentiel. Je ne sais pas, toi, Philippe, de comment tu sors de cette réception d'intelligence. Plein de belles réflexions à continuer à cultiver. Puis oui, moi, ça ne m'étonne pas parce qu'on savait qui on recevait. C'est vrai. J'aurais envie de vous demander, comme à tout le monde, est-ce que vous auriez un dernier petit quelque chose à ajouter avant que l'émission se termine? Ben, je pense que je reviendrai sur... quand vous avez posé la question de l'effort, en fait, ça m'a titillé, mais je reviendrai sur ça. Pourquoi on voudrait une vie sans effort? On veut une vie qui a du sens puis qui est porteuse. Ben, moi, je ferais un lien entre cette pratique du transport-là et le beau. Quelque chose qui s'exprime là-dedans, quelque chose de beau aussi qu'on fait par ça. La liberté. Moi, je retiens aussi la préoccupation pour l'accessibilité puis l'autonomie, le choix. Beaucoup de gens peuvent pas choisir leur moyen de transport, soit parce qu'ils n'ont pas la santé ou parce que ce sont des femmes puis c'est plus contraignant. Chaque personne a des contraintes. Il y a aussi tous les enjeux économiques. Puis ça, je trouve ça problématique d'un point de vue social. Je trouve que c'est important qu'on puisse, comme tu dis, donner accès au cocktail de mobilité au plus grand nombre possible en fonction de leurs enjeux aussi spécifiques. T'sais. Bien, merci tout le monde. Merci à toi. Moi, en tout cas, je quitte avec l'idée. Je quitte en me disant... Quand mes enfants vont arriver à soir en vélo puis qu'ils vont être fiers d'eux autres, j'aurai une couche encore plus de sensibilité par rapport à l'expérience qu'ils auront vécue. Je me dis peut-être que dans 15-20 ans, ce sera leur mode de transport et qu'eux auront acquis la pratique qui va rendre ça d'autant plus simple et normal. On leur souhaite.
Merci tout le monde. À la Merci. prochaine. Merci. Merci. Au revoir. J'espère que vous avez apprécié les échanges et les réflexions. Il me ferait vraiment plaisir de recevoir vos commentaires et suggestions pour que je puisse améliorer la qualité du balado. Vous pouvez me les communiquer via la page Facebook Juste pour vivre, mon LinkedIn ou sur Instagram. Profitez-en pour partager les entrevues que vous avez aimées et restez à l'affût. Une 20aine d'épisodes sera mise en onde d'ici la fin de l'été. À bientôt!